Donc, bonjour à toutes et à tous. On est là aujourd'hui ensemble pour parler de la lutte contre la réforme des retraites dans l'Ostrevent, ici dans le coin, comme on dit, dans le Douaisis globalement. Après cette journée à succès, hein, puisqu'on était plus de 7500 manifestants et manifestantes à Douai, encore plus que les dates de mobilisation du mois de janvier. C'était d'ailleurs la plus forte mobilisation depuis le 19 janvier, puisque globalement, sur les dernières, on était plutôt autour de 5000 personnes, et cette fois-ci, on était 7500. Donc voilà, on est là ici pour parler de l'état de la lutte dans le coin, contre cette réforme qui va passer l'âge de départ en retraite de 62 à 64 ans, qui va accélérer le nombre de trimestres nécessaires pour avoir le droit à sa retraite. Donc on va parler longuement de ça ce soir. Et puis ensuite, on parlera de la lutte qu'on met en place par rapport à ça, pour combattre cette réforme, et peut-être aussi d'autres choses. Donc pour parler de tout ça, je suis accompagné de Johan, qui travaille à Renaud-Douai en tant qu'agent de production. Donc, tu peux nous dire un peu d'où tu viens, pourquoi tu es là aussi? Pourquoi je suis là? Donc, je suis là à la demande de mon secrétaire syndical, que tu connais. N'ayant rien ce soir, donc je pouvais venir et participer à ce débat. Donc, je me présente Johan, je suis né dans le Douaisis, précisément à Douai. Donc, j'ai 44 ans. Et donc, je suis agent de production à Renault Electricity depuis 2005. Donc, ce qui fait 18 ans de travail, de dur labeur. Et donc depuis début décembre 2022, je suis délégué CGT au sein de mon entreprise. Ok, ça marche, Johan. Donc, tu nous as expliqué où tu travaillais, ce que tu faisais. Est-ce que tu sais nous dire aussi ce que tu as fait récemment par rapport à cette réforme? Donc depuis les réformes et les manifestations qui en ont découlé, donc j'ai participé à toutes les manifestations du Douaisis et aussi celles de Lille, sauf cet après-midi, je n'ai pas pu y aller. Ok, et pour parler aussi de cette lutte contre la réforme des retraites dans le Douaisis, on a avec nous Michael, qui est enseignant à Hénin-Beaumont, qui habite dans le territoire. Je te laisse compléter. Ouais, exactement. Moi, j'enseigne à Hénin-Beaumont, dans le 62, mais j'habite ici à côté de Manille. Donc, j'appartiens au cœur d'Ostrova. Et en fait, j'ai peut-être cette prétention de dire qu'avec Macron, on a la possibilité de voir de plus en plus de monde, puisqu'il nous fout à la rue depuis son premier mandat. Alors donc, moi je me bats dans la vie de tous les jours, aussi bien sur deux fronts, à savoir la réforme des retraites, c'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui, et sur la diminution des dotations d'État concernant l'éducation nationale, alors que les chiffres, les effectifs des élèves ne baissent absolument pas. Donc, c'est le combat. Moi, je suis un homme de combat dans le sens où, à la fois, j'écris et je suis un homme de terrain. Je suis toujours sur toutes les manifestations depuis des années. Et la dernière que j'ai faite, c'est celle d'aujourd'hui, de ce matin. Et je continuerai de les faire parce que ça nous concerne et ça concerne aussi l'avenir des jeunes populations, quoi, de toute la jeunesse. Donc, c'est un engagement qui n'est pas un engagement pour ma propre gloire ou pour ma corporation. C'est un engagement Pour l'intérêt général. Pour l'intérêt général, pour les années à venir, oui, tout à fait. Tout à fait. Et si on ne le fait pas, qui le fera? Donc, je suis extrêmement mobilisé et extrêmement concerné par les problèmes que le gouvernement actuel nous pose. Très bien. Et pour compléter cette discussion, on est aussi avec Hippolyte Gaspard, qui est comédien et directeur artistique de la compagnie Les Insolents à Sommin. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, j'ai créé la compagnie maintenant il y a 12 ans pour avoir une liberté de parole. Parce qu'en tant que comédien, tu prends les contrats que tu peux avoir.
Et le truc, c'est que des fois, pour travailler, tu vas interpréter un personnage qui va à l'encontre de tes idées. Donc c'est pour ça que je voulais être ici aujourd'hui. C'est pour pouvoir aussi dire ce que je pense de la réforme de Macron, mais en règle générale de la société telle qu'elle tourne en ce moment. Parce que y a Macron, il y a eu Sarko, bon. Et moi, cette société, elle ne me convient pas. Elle ne me convient plus du tout. On a d'un côté, on a un fossé qui s'ouvre entre les plus démunis et ceux qui ont tout. Et ceux qui ont tout, ils demandent aux plus démunis de faire des efforts. Donc à un moment, ça ne peut plus aller. Donc tu parlais de la mobilisation. Moi, j'avoue, j'ai fait énormément de manifs. Alors, quand j'étais plus jeune, j'avais fait la manif, alors ça remonte à un petit moment, où Malik Oussekine, tu vois, il n'y a pas longtemps, on a fait un film sur lui. Il y a eu un téléfilm. Parce que c'est ça aussi les manifs. Hein. C'est pas simplement défendre une idée, c'est s'engager et puis prendre des risques. Parce que je pense aux camarades Gilets jaunes qui sont venus pour manifester en toute humilité et en toute pacifiquement, voilà, en toute tranquillité, et qui se sont retrouvés éborgnés, mains arrachées. Et après on dit oui, mais c'est des voyous. Alors voilà, moi j'en ai un peu ras-le-bol. Et puis comme je suis comédien, je suis libre de parole. Je ne suis pas syndiqué, déjà je le dis. Ce n'est pas une volonté d'être contre le syndicat, pas du tout, au contraire, je trouve que c'est bien, parce que ça permet aux gens de se mobiliser, d'échanger, de monter des choses en ayant plus de force. Mais j'allais dire, moi mon combat c'est plus par le texte, par le projet, par la prise de parole à travers des spectacles que je peux monter. Par exemple, là, je vais monter un spectacle sur Louise Michel et la commune, et je me retrouve aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe, franchement, on retourne à la commune. Je retrouve la même chose. Des gens qui se font écraser, puis des gens qui disent « Non, mais avec leur langage de politiciens, non, mais vous inquiétez pas, vous comprenez, on va expliquer. » Ils expliquent, mais plus ils expliquent, moins tu comprends. Et plus ils expliquent, plus tu te rends compte qu'ils t'en fument. Voilà. Voilà la raison de ma présence aujourd'hui, ici. On va discuter ensemble de la réforme, de comment elle va impacter nos vies à nous, la vie de nos parents, puis aussi la vie de nos enfants, ou moi-même qui est plus jeune. Donc voilà, je ne sais pas par quel angle vous voulez commencer cette discussion. Est-ce que moi j'ai envie de commencer par une anecdote, par une sentence que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux, sur l'internet, qui résume de manière humoristique la réforme de Macron, parce qu'on parle d'Elisabeth Borne, mais c'est la réforme de Macron au départ. Et elle est magnifique, elle est amusante, et je vous la lis. La retraite à 64 ans, c'est avant tout le projet du chef de l'exécutif qui va la prendre à 49 ans et va coûter au peuple plus de 850 000 € par an jusqu'à sa mort. Ça, c'est magnifique. Ça fait 80 000 € par mois. C'est énorme. Avec les cotisations, etc. Okay. C'est énorme. Alors, moi, j'ai passé pas mal de temps à éplucher un petit peu les chiffres. Hein. Est-ce que tout ça, ça tenait la route? Oui, évidemment, ça tient évidemment la route. Il y a, concernant cette réforme de la retraite, qui n'est pas celle de Macron, loin de là. Pour toi, c'est la réforme de qui? Bruxelles. Ah, ben c'est la réforme de Bruxelles, tout à fait, c'est la réforme de Bruxelles. Okay. C'est la réforme de Bruxelles. Il y a eu aussi une réforme qui... En fait, la réforme des retraites, elle date de 1993 exactement. Et on a aussi... cette fameuse réforme de Touraine, on est dans un prolongement, mais avec une accentuation des choses pour travailler toujours plus. Alors, grosso modo, le gouvernement français tient le discours suivant. Mais vous savez, ailleurs, en Europe, puisque aujourd'hui on est au sein de l'Union européenne, ailleurs, on part à la retraite à plus de 65 ans. Et c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Par contre, ce qui est différent par rapport aux autres pays européens, c'est que nous, en France, on part à la retraite de manière paramétrique. Il y a un double angle. C'est-à-dire qu'en fait, il faut à la fois tenir compte d'un âge légal et tenir compte d'un grand nombre d'annuités. Et c'est ça qui pose problème. C'est ça qui pose problème. Dans la mesure où
On va toucher à différentes corporations, on va foutre en l'air pas mal de régimes existants, et je parle aussi des régimes spéciaux. Et je comprends, moi, la furie, hein, parce qu'aujourd'hui, on le voit, hein, on parlait de Douai, moi j'étais ce matin encore dans les manifestations à Douai, on était plus de 7500. Ça montre bien que dans un secteur comme le nôtre, il y a une mobilisation extrêmement forte pour aller à l'encontre de cette réforme qui n'a pas de sens, hein, parce que finalement, la réforme de Macron est une réforme qui vise à réduire le financement de l'État dans le système des retraites. En fait, grosso modo, l'État cherche à faire des économies sur notre dos. Alors, peu importe les corporations, peu importe le statut social, on est tous perdants. Alors, encore plus, évidemment, si on a fait des études, encore plus si on est une femme, encore plus si on a une carrière interrompue, etc. etc. Et pourtant, hein, ils tiennent un discours, enfin, Elisabeth Borne, elle annonce des nuances, hein, par rapport à cette réforme, hein. Donc on a un âge légal qui est relevé à 64 ans d'ici 2030, on a une durée de cotisation à 43 annuités dès 2027, on a une fin progressive des régimes spéciaux, ça c'est clair, hein. Moi je suis en train de lire, hein, tout ce qu'elle annonce, hein. Un minimum de pension porté à 85% du SMIC net ou 1200 € brut. Je pourrais revenir sur les chiffres, mais tout ça, ça ne tient pas la route. Et ça, par exemple, c'est pour une carrière complète, à temps complet. C'est-à-dire qu'il faut avoir travaillé 43 ans de sa vie à 35 heures par semaine. Ça veut dire que si sur les 43 ans, vous avez eu 5 ans de temps partiel, par exemple à 25 heures par semaine, vous êtes loin d'atteindre les 1200 € brut. Mais alors, et ça fait partie de la communication que vous avez réussi à... Mais non, mais il y a des calculs qui ont été faits. Et ça va chiffrer à 48 personnes en France. 68 millions de personnes. 68 millions de personnes en France. 48 personnes, peut-être 50. Allez, arrondissons. Donc c'est de la com. 50 personnes seront concernées par cette... Non. Attends. Mais parmi les nuances, hein, annoncées publiquement, au travers des médias, par Elisabeth Borne. Donc des départs anticipés de 4 ans pour les carrières très longues, les personnes invalides ou en situation d'inaptitude seront préservées, renforcement des droits à la retraite des indépendants, création d'un index pour favoriser l'emploi des seniors, règles assouplies pour le cumul emploi-retraite et la retraite progressive, prise en compte du statut d'aidant familial. En fait, grosso modo, on est en train d'endormir complètement la population. Au travers de ces nuances, qui sont des bonnes nuances, hein, c'est positif, hein, c'est extrêmement... Tout ce que je viens de dire, c'est positif. Le problème, c'est que ça concerne très peu de monde. C'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, toi, par exemple, Johan, tu penses que c'est aussi de la communication, Parce qu'on a la mesure principale, du coup, de passer de 62 à 64 ans. C'est de la communication, c'est la novlangue. Hein, c'est de l'esbrouf. Et tout ce qu'il vient de lire, toutes les détails en plus, pour toi aussi, tu penses que c'est que de la communication, où il y a certaines personnes à l'entreprise qui reçoivent ces arguments-là, qui se disent « Ouais, bah, finalement, c'est pas plus mal, parce que moi, j'ai travaillé quelques années, après, j'ai eu 3 ans de chômage, donc grâce à cette réforme, par exemple, je vais pouvoir toucher les 1200 €. » Tu vois ça comment? C'est que de la communication, c'est aussi pour faire assimiler des gens qui sont sur le chemin du travail, enfin sur le chemin de l'emploi, qui sont au travail, de leur faire croire que voilà, vous allez devoir travailler jusqu'à 64 ans, en leur donnant des exemples qu'ils veulent bien donner. Tout ça pourquoi? Pour les assujettir. Pour moi, un travail, ça reste de l'esclavage. Et pour moi, c'est aussi tuer une personne au boulot, parce que chaque travail, ainsi soit-il qu'il soit nommé, le BTP, l'automobile, la métallurgie, on a tous une pénibilité dedans. Moi, je travaille dans l'automobile, j'ai 44 ans, j'ai refusé à 38 ans de faire un dossier Cotorep. J'avais ma fierté. À un moment donné, ma fierté, je l'ai mis de côté, je l'ai mis dans ma poche et je dis je vais le faire. Et je me suis dit, j'ai toujours mes deux mains, j'ai mes pieds, je peux marcher, je suis encore apte à aller travailler. Sauf que j'avais ma pile de comptes rendus médicaux et ma MDPH, ma maladie de reconnaissance professionnelle, a été reconnue.
Donc, ben, 38, pas 38 ans, mais à 42 ans, je me suis dit, bon, voilà, j'ai une DPH, quoi. Donc, mais j'ai ça, et je me dis, voilà, je me tue à la tâche, je me tue au boulot. La seule chose que je suis content, c'est quand je quitte mon travail, que je rentre chez moi, que je vois mes chats. Je rigole avec mes collègues parce que je vois mes chats, parce que mes chats m'apportent de l'affection. Et je peux dire que je souffre de mon travail parce que ma santé elle en a pris un énorme coup. Je ne pourrais plus retrouver ma santé d'il y a 20 ans. Et je me dis qu'on veuille nous faire travailler jusqu'à 64 ans, voire 67 ans. Pour moi, ça cache le fait qu'ils ne veulent pas qu'on puisse aller jusqu'à, admettons, dans un rêve idéal, qu'on travaille et qu'on parte en retraite à 60 ans ou 62 ans, on vit, on profite à nouveau de la vie, parce qu'on n'est pas au travail pendant 8 heures ou 9 heures. Mais, c'est-à-dire que tout ce qu'on a cotisé de notre vie, on le perçoit pour notre retraite. Mais si on nous fait travailler jusqu'à 67 ans, on risque de collapser, de mourir et de ne pas profiter de notre retraite. Donc cet argent-là, il va bénéficier à qui? Et toi, tu en croises des gens qui sont obligés de retourner peut-être dans des métiers, on va dire, physiques, ou comme on a pu entendre, qu'apparemment, il y a des évolutions technologiques dans les usines aujourd'hui qui font que le métier d'ouvrier ou d'agent de production, il est beaucoup moins pénible qu'il y a 30 ans, que la pénibilité a diminué. Et comment tu vois ça, toi, concrètement? Est-ce que tu vois des collègues cassés à un certain âge? De manière interne, hein, du fait que je travaille en usine, en ayant travaillé au montage, l'un des bâtiments les plus douloureux, quand je voyais venir un intérimaire, on nous le présentait, maintenant on ne nous le présente plus. Hein. Ça veut bien dire qu'on n'est que de la chair à être broyé. J'utilise bien le mot broyé. Ce qu'il faut voir, c'est que moi, quand on me faisait venir un intérimaire, on ne me le présentait plus après. Pourquoi? Parce que je lui disais « Bienvenue en enfer ». Il ne faut pas lui dire ça. Il faut lui dire quoi? Il aura fait ses 8 heures, il va être content. Mais arrivé à vendredi, il va être cassé. Lui, c'est qu'un intérimaire. Moi, je suis embauché. Moi, ma santé, elle a été broyée. Ben non, je préfère lui dire la vérité. Barre-toi de là. Va trouver un travail qui va te rendre heureux. C'est pour ça que je disais que Michael, il est animé par la passion pour son travail. Pareil pour Hippolyte. La passion est importante. Je n'ai pas la passion de mon métier. Je ne valoriserai pas mon travail. Mon travail paye ma facture, mes factures, mon crédit immobilier. Voilà, c'est tout. Moi, ce que je pense, c'est que pousser la retraite au-delà de 62 ans, non, il faut aller contre cette réforme. Il faut lutter contre cette réforme. On est encore debout, mais on ira lutter contre. Mais ce qu'il faudrait, c'est un élan solidaire, toute corporation de métiers confondue. C'est tout ce que je souhaite. On y reviendra après de comment mettre en place un plan de bataille pour faire échouer cette réforme. Mais, je voudrais quand même rebondir sur ce qu'il dit, parce que c'est vrai que Hippolyte et moi, on est peut-être animés par tu l'es plus, c'est pour ça. Par une passion. Oui, non, mais c'est pour ça. Oui, tu l'étais. Je suis plus âgé que toi, quand même. Oui. Mais la passion ne fait pas toujours vivre. Excuse-moi. Oui, et puis il y a un système derrière. Et il y a une numérisation de la profession qui s'est accélérée depuis la Covid, depuis l'épisode de la Covid. Grosso modo, aujourd'hui, parler de culture, parler d'éducation en tant qu'enseignant, c'est se confronter à des chiffres. Et je suis bien emmerdé par rapport à ça, parce que moi je parle d'humain, et devant moi, quand je veux justifier de l'intérêt d'un travail qui va dans le sens de mes élèves, dans le sens de l'évolution de mes élèves, ça va être, non, écoutez, vous nous coûtez trop cher, etc. Enfin, c'est de l'argent public, et nous on cotise l'argent, il existe, et on est toujours confronté à des chiffres. On est déjà en éducation nationale, on est des numènes, des numéros nationaux, et on est confronté à des chiffres qui m'ennuient profondément. Alors aujourd'hui, moi j'ai 51 ans. Aujourd'hui, enseigner à 51 ans, ça devient difficile parce que les classes sont de plus en plus surchargées, parce que on ne répond plus à la mission première qui est celle de développer l'esprit critique d'un élève, l'esprit citoyen d'un élève. Blanquer a préparé tout le travail et a fait sa réforme pour nous casser. Il a bien fait.
je ne me vois pas, moi. Alors, toi, c'est bien hein, ce qu'il a dit, parce qu'il a parlé d'un chiffre, c'est 67 ans. Un enseignant, c'est bac plus 5. D'accord ? Donc, 18. Hein, donc, un mec qui fait un parcours sans faute jusqu'au baccalauréat, il a 18 ans. Plus 5 ans, ça fait 23. Donc, 46 si on veut du taux plein. Bon. Donc, son chiffre, il est juste. 67 ans, il y a la CGT qui a fait une superbe affiche avec une professeure de mathématiques assez âgée, décrépie, mais 67 ans qui enseigne encore. Il y a un problème de dialogue, il y a un problème de compréhension. T'es déconnecté après. Mais tout à fait. On a un problème complètement d'adaptation par rapport à ce jeune qui se situe, qui se construit dans une société qui est informe, on ne sait pas dans quel sens on va. Et nous, qui venons d'un ancien monde, hein, puisque nous sommes nés, en tout cas moi je suis né, enfin nous tous d'ailleurs, on est tous nés au XXe siècle. Donc c'était mieux avant quoi. Non, je veux pas dire ça, c'est pas vrai. Est-ce que ce que vous dites tous les deux là, c'est que vous me parlez beaucoup du coup de votre travail, de la perte de sens peut-être que vous avez par rapport au travail que vous avez connu avant, et toi Hippolyte, comment tu vois la vision des choses du travail en étant comédien? Alors, comment tu te situes là-dedans? Alors il y a deux choses. Moi, il y a une chose qui est différente, par exemple, la retraite. Pour moi, pour un comédien, la retraite, alors je parle... C'est mourir sur scène? Non, c'est pas mourir sur scène, mais c'est que j'ai pas... Moi, je m'arrête pas à 64 ans, 65 ans. Si j'ai la chance d'avoir une bonne santé, mais moi, j'ai envie d'être à 75 ans sur scène. Il n'y a pas de problème. Moi, je sais que dans mon type de profession, on est, comme tu le disais tout à l'heure, MG, c'est pareil, on est dans des profession, passion. C'est quelque chose que j'ai choisi, c'est pas quelque chose que j'ai subi. Quand tu travailles, tu peux pas comparer quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui joue, comme moi qui joue ou qui intervient, ce que je fais beaucoup. Après, on fait de la mise en scène aussi dans l'éducation nationale. Ouais. Mais après, il faut être honnête. Tu vois, moi, je suis compagnie de province, je suis pas un nom connu de Paris. C'est pas la création de spectacles qui me fait vivre. Je fais beaucoup d'interventions, j'anime des stages théâtre, j'anime des ateliers théâtre, je suis confronté à tout type de public. T'as un côté prof? J'ai un côté... Alors, j'aime pas le mot prof. D'accord. Excuse-moi. Mais j'aime pas prof. Moi, je dis, je transmets. Ouais, mais ce que je veux faire comprendre... La pédagogie. Voilà, je transmets. Après, c'est une passion que je partage. Je transmets, je partage, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je le vis, ça me casse pas. Je pense à un pote, là, en ce moment, je l'ai eu hier au téléphone. Il a 36 ans, il travaille sur les chantiers, c'est lui qui porte, on s'est connus par la salle de musculation, c'est un mec balèze. Il porte les échafaudages, il construit. On lui dit, ah bah t'es costaud, vas-y, allez, il travaille. On lui a dit, tu travailles, c'est bien et toi, Sam, parce que tu remplaces deux bonhommes. Le problème, c'est que là, il a un disque écrasé à 36 ans. Il a été opéré de la main, il a été opéré de la cheville. Et ce mec, tu vois, son travail, c'est pas un travail passion. Mais ce travail, il le détruit. Et c'est ça que moi, j'entends pas. Je n'entends pas ça en ce moment. On parle pas du travail, ouais. Mais on parle pas du travail. On parle, en règle générale, les gens travaillent. Un truc qui me choque. Tu allumes n'importe quelle chaîne, tu entends, bon, bah, c'est vrai, ça commence avec le Covid. Et maintenant, c'est presque rentré dans les mœurs. Quand tu entends le télétravail. Mais quand tu écoutes ces politiques, tu as l'impression que maintenant, tout le monde télétravaille. Mais le bureau, moi, mes potes, mes amis, les gens que je fréquente, il y en a très peu qui travaillent dans un bureau, qui peuvent travailler en télétravail. Moi, je connais des dames qui font le ménage. Je connais mon pote, il y a beaucoup de potes qui travaillent dans les travaux publics. Je connais des gens, t'es enseignant, tu fais pas du télétravail. Non, et je compte. Moi, pareil, tu sais qu'on m'avait dit une fois, ah ben au moment du Covid, alors c'était des messieurs qui étaient dans les bureaux, hein, attention, hein, mais qui disaient, ah bon, on pourra faire on va le faire par Internet, par visio. Je dis, moi, je suis en direct comme là, je vous parle. C'est ça, c'est du théâtre vivant, c'est vivant. Mais mais parce que c'est intéressant ce qu'il dit. En fait, on assiste aujourd'hui, au XXIe siècle, à une déshumanisation du travail. Ouais. Et je te rejoins. Parce que moi, je suis contre le télétravail. Moi, j'ai pas choisi d'être devant un écran et dispenser le peu de savoir que j'ai.
Mais j'ai envie d'un contact physique comme toi, tu as envie d'un contact physique quand tu es sur la scène. Mais évidemment, Voilà. et sur la scène, et même quand je rencontre, quand j'encadre, là tu sais avec qui je bosse en ce moment, je bosse avec des jeunes autistes, le Centre Alissa de Aubry-du-Hainaut. Je travaille avec le foyer de vie Thérèse Olivier, je travaille avec le service d'accueil de jour. Je travaille beaucoup aussi ces publics, ces personnes. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai découvert ce public il y a une petite dizaine d'années. La première fois, on m'a proposé d'aller vers eux. Mais tu vas comprendre le lien avec notre discours. Je savais pas, je connaissais pas ce public. Et je l'ai découvert et je suis bien. Pourquoi je dis ça? Parce que là, je kiffe mon métier. Je m'éclate. Le matin, quand je vais bosser, je suis heureux. Après, attention. Parce qu'on dit, bah, c'est magnifique. On me dit, ah, vous êtes comédien, vous avez de la chance. C'est le métier passion. Mais attention. On parlait des annuités, tout ça. Moi, je sais que je vais avoir un minimum. Moi, je vais continuer à bosser, mais je m'en plains pas. Mais tu auras peut-être J'ai 1200 choisi. € grâce à cette réforme. Mais je sais pas, mais je vais continuer à bosser. Ce que je veux dire, il les c'est aura que moi- pas. Il les aura pas. Je les aurai pas. Moi, ce que je veux, Non. moi, qui m'est insupportable, et je le redis, je l'ai dit en entame, je crois. Et c'est ça. Alors, même si je suis pas concerné directement, parce que moi, je suis fils d'ouvrier, hein, moi, j'ai été nourri par le combat. Parce que t'as rien sans rien. Tu es obligé de te battre. Et moi, c'est vrai que là, comme aujourd'hui, j'étais pas dans la rue, j'aurais aimé, mais j'encadrais un stage théâtre. Et je pouvais pas me libérer parce que si je le fais pas, ça disparaît, je peux pas le refaire plus tard. C'est comme une représentation, si je fais pas ma représentation, je pourrais pas la refaire. Donc c'est ça aussi. Je pense, moi maintenant, aujourd'hui, mon combat, il est moins sur le terrain. Mais si je peux y aller, j'irai avec grand plaisir et j'y vais. Mais j'ai envie de combattre par des formes différentes. Un peu ce qu'on fait là. Là, c'est une forme de combat parce qu'on s'est réunis pour parler, pour échanger, pour m'adresser à vous. Je ne sais pas qui regarde, des jeunes, des moins jeunes, en disant, on est de milieux différents. Toi, tu travailles à l'usine, toi, tu enseignes, moi, je suis sur scène, mais on se retrouve parce qu'on a la même humanité. On a cette même envie de partager et ça nous est insupportable. Moi, ça m'est insupportable quand je vois les gens qui triment, qui pleurent, qui ne peuvent pas acheter de viande. Et puis, on parle, on entend à la télé ces grands discours de ces Madame Borne, Monsieur Castaner, non, il n'est plus là, lui, mais Monsieur Macron, tout ça, ils ont tous été formés à la même école. Alors, ils tournent leurs phrases. Moi, je sais, parce que la parole, c'est un peu ce que je fais. Mais ils ont tout le temps les mêmes mots, ça tourne, c'est la ritournelle. Et j'entendais ce matin Monsieur Brossa, je ne sais plus son prénom. Tu vois de qui je parle? Oui. Et qui disait, mais Yann arrêtez. Brossa. Yann Brossa, merci. Et qui disait, mais vous, attendez, Monsieur Brossa, vous n'allez pas reprendre votre ritournelle tout le temps, les gentils, les méchants. Mais vous êtes des nantis. Vous avez tout, ils ont tout. Les sénateurs, moi j'ai entendu parler 2 fois des sénateurs, parce qu'on parlait, on va y revenir sur le 47.1. Bah vas-y, pour faire Alors le 40, l'enchaînement. voilà, bah si tu veux. Le 47.1, donc j'ai regardé un petit peu ce que c'était, parce que j'étais pas au fait, j'avoue, j'avais pas entendu parler du 47.1. 49.3, je connais depuis longtemps, ça fait. Mais alors le 47.1, mais c'est encore pire. C'est pire que le 49.3 parce qu'il n'y a même pas la motion de censure. Donc en gros, si tu lances le 47.1, tu fais un échange avec l'Assemblée nationale. Tout à fait. Je crois que c'est une vingtaine de jours, peut-être je me trompe. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça. après, au bout de 20 jours, on stoppe. C'est comme ça, on stoppe, on passe au Sénat une quinzaine de jours. Et puis les sénateurs, maintenant, ils sont de droite. Tout est de droite. Ah bah, ils vont accepter. Et puis donc, ils sont avec Macron. Et puis alors c'est quoi? On fait ce qu'on veut, oui. Si on revient au départ, pour les gens, pourquoi on demande de rallonger le nombre d'annuités, cotisations et de rendre effective la retraite plus tard? Pourquoi? Parce que sinon, on n'arrivera pas à financer tout ça. C'est ça l'idée de base. C'est le discours officiel, ouais. C'est le discours officiel. Enfin, Non, mais le discours, c'est ça. comment l'État va financer faire un petit déficit Voilà. sur une courte période, hein, puisque Mais du coup- alors là, Non, mais du coup, je veux non, juste poser la question. le gouvernement s'appuie quand même sur le Conseil d'orientation des retraites, hein, qui dit qu'en partir de 2050, ça se stabilise. Donc, le discours du déficit, aussi minime soit-il, ne tient plus la route. Par contre, ce qui pose problème, c'est l'idée pour le gouvernement qu'il puisse toujours financer
le système des retraites. Mais- Et c'est ça. Ils veulent faire des économies sur notre Voilà, dos. mais il faut prendre un peu de hauteur. Parce que si tu prends un peu de hauteur, tu t'éloignes. Parce que là, on nous enferme dans un petit truc et tout le monde en est en On train nous de a discuter enfermés ça. sur ces 12 milliards qui Voilà, manquent, sur ouais. le petit Ouais, truc. ouais, ouais. Mais l'argent, il y en a. 18. Il y en a. De l'argent, que il y en nous- a. De l'argent, il y en Ouais. a. Mais c'est l'argent, il y en a. Et tu il y a un vois pas. problème Toi, de- t'es d'accord avec ça qu'on nous a enfermés dans ce. On Il nous- faut trouver Attends. ces 18 milliards et. Oui. Juste un petit truc. Si tu Vas-y, permets, juste, vas-y, excuse-moi, hein, je veux pas te couper. T'inquiète On s'écoute. Nous, voilà. On est des gens de bonne volonté. Nous, on se parle. On est des gens Et du on peuple. et on a. Faut pas l'oublier. On est Et des nous, gens on du a le peuple. vrai langage. Parce que nous, on n'a pas un langage. connaît le terrain. On n'en fume pas. On dit la vérité. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je dis. L'argent, il y en a. L'argent, il y en a. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que tu entends là, sur 5 minutes, tu entends, bon, il va falloir faire des efforts. Mais qu'est-ce que je peux plus entendre ça quand on dit, il va falloir faire des efforts. Mais c'est toujours l'ouvrier, l'employé, le petit qui fait les efforts. Voilà. Et eux, ils font pas d'efforts. Je reviens sur les sénateurs. Mais ils touchent une fortune en retraite pour combien? 5 ans, c'est ça? Ils travaillent 5 5 ans. ans et ils ont Et- 2000 euros bruts à vie. Tu te rends Par compte? mois. Et ils ont pas honte. C'est un régime spécial. Et on nous donne, mais comment veux-tu rester zen en entendant ça? Sans oublier les avantages en Et le assurance. premier, le plus grand, maintenant milliardaire au monde, c'est un Français. Et t'entends ce qu'il dit? T'as écouté un peu ce qu'il disait? Bernard Oui, Arnault. voilà, Monsieur Arnault. Monsieur Arnault, il n'y a pas de Monsieur Arnault. Le gars dit, et puis je pense que je peux encore, je vais encore faire travailler mes actifs, mes passifs. Bon, après, c'est son domaine. Il Mais a c'est même- insupportable. Il a même dit il faut donner le goût du luxe aux Français. Voilà, tu te rends compte? Mais le luxe, c'est un. Le Donc, luxe, en travaillant le- 2 ans de plus, on la va pouvoir personne qui s'acheter se lève à 3 h du matin, moi je reconnais, qui se lève, moi non. Si, quand je fais un tournage, mais c'est rare à 3 h du matin. Mais les gens qui se lèvent à 3 h du matin pour aller faire de la route ou aller travailler, comme tu dis, en posté. Moi j'ai vu un mec, 20 de ton âge. T'as vu, toi t'es bien. Un gars, il a 25 ans, il a déjà été opéré 2 fois, il travaille à Toyota. Il a été opéré 2 fois du canal Canal carpien carpien. à cause du travail. Il Les m'a T- montré les une fois TMS. dans les C'est vestiaires. courant ça Les Il faisait TMS, ça. c'est les troubles musculo-squelettiques. Exactement. C'est la répétition des gestes. en Et fait. ça, j'en entends pas parler de ça, moi. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure dans ma présentation. En fait, moi, quand j'ai commencé, à Renault, on était 6500. Maintenant, on est à peine 2000. Et la chose, c'est que on avait 2 flux de production, 3 équipes. À Renault Douai, on sortait quasiment plus de 2800 véhicules jour. On était la seule usine au monde à le sortir, avec la famille Mégane. Donc, ce qui faisait à peu près 420 véhicules par équipe. Mhm. Donc, faire 420 fois les mêmes gestes, selon où est ton secteur de travail, porter des réservoirs. J'ai porté des réservoirs. Donc, il y a une dissonance entre, oui, mais on va vous améliorer le poste, vous allez tourner. Non, c'est de la rhétorique. C'est de la rhétorique. Oui, on a une médecine du travail. On a déjà la médecine du travail. Ouais. Mais sauf que- on l'a pas, non. Bon, Ah, il y a 17 000 médecins pour plus d'1 million de profs. Donc il n'y a pas de médecine du travail chez nous. bah, on va aller chercher Moi, j'ai ailleurs, c'est jamais pour vu ça. un- Et le truc, c'est que on détruit le corps humain dans ce travail répétitif. Ce travail répétitif. Et on doit être la tête dans le guidon, on doit travailler, 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 mais oublier qu'on est un être humain, oublier qu'on a une santé qui va se détériorer. C'est pour ça que ce que disait tout à l'heure Hippolyte, oui, le gars a 25 ans, il s'est fait opérer 2 fois des mains. Moi, je me suis fait opérer de ma main, ce n'était pas un canal carpien, mais une des pathologies inhérentes du canal carpien, le doigt à ressaut, mon majeur qui se bloquait. À un moment donné, j'en pouvais plus, je me suis fait opérer. Malgré que je me suis fait opérer, j'ai encore mal, mon doigt il se bloque. Si je prends quelque chose de trop lourd, un sac de course, mon doigt va se bloquer, ça va me lancer. Et d'une manière, scientifique, les études aujourd'hui prouvent que le corps humain, homme et femme, Ah, une se, usure. se dégrade à partir de 64 ans. Comme par hasard. Et ça, je me plie sur des études scientifiques. Hein. C'est l'espérance de vie en bonne santé. Qui Non, a c'est-à-dire 64 ans. oui, c'est-à-dire Oui, qu'en oui, fait, oui, c'est à ça. partir de 64 ans, après 64 ans, le corps va se dégrader à une vitesse assez impressionnante. Et puis, comme disaient des proches, vivons heureux en attendant la mort. Bah voilà. Et puis, C'est la retraite, 67 hein, ans, la retraite, c'est bien parce que 67 ans, bon, il va y avoir un beau pourcentage qui va dégager. On n'aura pas besoin de payer leur retraite. Ils seront plus là. Non, mais c'est une réalité.
Parce que, comme toi, moi, nos métiers nous permettent quand même d'avoir un confort de vie dans le travail. On n'a pas, effectivement, Tu vois, nous, on n'a pas cet effort physique. Il a dit, enfin, cela dit, là, je commence à avoir des problèmes. C'est la vieillesse. Ouais, mais ça, c'est des un vieux bonhomme. des hernies discales. Mais non, d'accord. Soit, c'est vrai que je veux pas souffrir physiquement parce que je ne fais pas des tâches répétitives, journalières. C'est Ça, d'autres types de souffrance. Oui. C'est Mais une autre oui, pénibilité. parce que aujourd'hui, on a une pression qui est une pression administrative extrêmement forte. On a aussi quelque chose. Enfin, on est face en fait à une numérisation du métier dont on ne peut se soustraire et qui est extrêmement chronophage. En grosso modo, si on veut faire simple, c'est-à-dire un professeur quand il a fini de préparer son cours, de faire son cours, de corriger des copies, il rentre à la maison, il y aura le système Pronote avec un système de surveillance, t'as fait quoi, t'étais où, etc. Et tu dois sans en rendre compte, et par écrit, et numériquement, par écrit. En fait, tu fais sans arrêt. C'est la même type d'intensification du travail que. Ah bah c'est pénible. Mais de toute façon, moi je suis pas là. Enfin, je suis pas seulement là pour défendre ma corporation, qui est celle des enseignants. C'est surtout, et moi je vais rejoindre mes deux camarades, c'est que quels que soient les efforts physiques, intellectuels, on est en train de subir des pressions qui sont énormes, physiques, intellectuelles, psychologiques, et on nous demande encore de faire des efforts supplémentaires. Mais je pense que dans la vie de tous les jours, on ne fait que des efforts. Que ça. Et il y a un ras-le-bol général. Et ce ras-le-bol général, il va être explosif. Il y a un moment donné, le peuple est en train de se réveiller, le peuple est en train de prendre conscience de toutes les aberrations. Tu as parlé, on a parlé de la novlangue, on a parlé aussi de des choses qui sont incohérentes entre des gens qui n'ont jamais travaillé de la vie et qui vont fortune. décider de lois pour nous. Alors, ce sont ceux qui touchent le plus qui décident pour les autres. C'est insupportable. Moi, je vais défendre aussi bien celui qui travaille à l'usine, et c'est pour ça aussi que je suis sur le terrain, défendre les gens qui sont à l'usine, les gens qui font aussi des petites tâches ménagères chez des particuliers, et je pense aussi aux femmes, parce que les femmes, on les oublie énormément dans cette histoire. D'une manière générale, une femme, une carrière assez hachée. Et on fait quoi? Donc elle aussi, elle doit subir encore plus. Il y a le congé maternité qui lui fait couper sa période de travail. Après, elle doit faire son rôle de maman. Elle revient au travail. Mais c'est pour il faut rattraper ce temps. Mais non. Mais c'est pour cette raison que là, on revient sur le discours de Macron, l'égalité. Alors moi, j'adore ça parce que l'égalité, ça fait partie des trois mots sur la devise républicaine. L'égalité, mais il n'y a pas d'égalité. De toute façon, je ne souhaite pas cette égalité. Mais une reconnaissance des femmes aussi. Ce qu'il faut rajouter, c'est inégalité. Non, mais égalité pour eux, pour ceux d'en haut. Mais tu me permets de revenir sur ce que tu disais. Parce qu'on parlait de travail, de la pénibilité, et c'est vrai, alors tu parlais un peu de ta corporation, je vais parler un peu, moi, des genres de théâtre, du spectacle, parce qu'on se dit, c'est merveilleux, c'est vrai qu'on apporte du bonheur aux gens, mais il faut se rendre compte que c'est une vie très difficile. Moi, je ne suis pas marié, je n'ai pas de gosse, je vis dans une précarité. Je ne suis pas intermittent, très peu maintenant, tu vas dans les Hauts-de-France, très peu de comédiens sont intermittents. On perd le statut, ça c'est pareil, merci au gouvernement, qui font en sorte que, alors on dit, on veut limiter, mais à un moment, c'est même si on limite plus, c'est que les gens, ils comptent. Moi, je joue, par exemple, je suis malade, je ne suis pas payé. J'ai pas d'arrêt maladie. Donc ça, peut-être les gens, ils savent pas. C'est-à-dire que si je suis malade, je travaille pas, je ne touche rien. Donc on voit l'aspect plaisant, l'aspect un peu merveilleux du métier en disant « Ah, t'es comédien, c'est génial. Ah, tu tournes, tu fais un film. » Oui, je fais un film. Là, j'ai fait une audition pour il y a Gilles Lelouch qui va venir. La dernière audition que j'ai eue, c'était il y a 8 mois. J'ai enchaîné 2 films en suivant, 2 tournages, une série télé, un film Netflix. Après, pendant un an et demi, j'ai plus de tournage. On m'a pas contacté. Pourquoi? Parce qu'on est dépendant aussi de notre physique, de l'image qu'on donne. On m'appelle, là, par exemple, on m'a auditionné pour faire un docker. Alors, c'est marrant parce que je le disais tout à l'heure. Ça tombe bien. Michael, ce qui est marrant, c'est que ça rejoint
docker, cégétiste, syndiqué cégétiste, dans un film qui va être tourné en région. Donc tu vois, la fiction rejoint la réalité. Et c'est pour ça aussi que je vous disais que par le théâtre et par le cinéma, on peut réveiller aussi, parce que les gens aiment le cinéma, ils y vont. On peut réveiller conscience. Mais on a nos difficultés physiques pour toi, plus physiques, mais on va dire au niveau de ton travail. Bon, après, c'est l'usine ferme, c'est pareil. Mais MG, c'est pareil. Toi, tu n'es pas contractuel. Parce que je sais que maintenant, il y a des jeunes contractuels. Toi, tu es. Voilà. Mais comme moi. Je suis un fonctionnaire d'État, monsieur. Tu es un fonctionnaire d'État. Moi, dans un an, là, j'ai terminé des missions. J'interviens. Je suis directeur de l'école de théâtre d'Aulnoy-Valenciennes depuis 13 ans. Dans un an, ils peuvent très bien me dire merci. On n'a plus de dotation, on ne vous prend plus. Donc, tu vois, il y a cet aspect-là aussi. En fait, tout le monde ici a des situations totalement différentes liées à son travail, a des pénibilités différentes, des difficultés, mais parce qu'aujourd'hui, on nous a demandé d'être présents et il y a eu un choix qui a été fait sur les personnes ici présentes, mais on peut embrasser plein d'autres métiers. Bien sûr. Et alors moi, ce qui me dérange, parce que je suis quand même aussi professeur d'histoire, c'est cette régression sociale. Cette réforme des retraites, c'est une régression sociale qu'on n'a jamais vue. On fait une marche arrière totale qui va nous remonter à quand? Voilà. À 45? Ah ben non, parce que la sécurité sociale, Ambroise Croizat, etc., on va la supprimer. Ah, je rappelle quand même que la retraite fait partie de la sécurité sociale. Donc, on va nous amener quand? Avant 1936? Et pourquoi pas au 19e siècle, pendant qu'on y est? Hein, toi qui es comédien, tu sais, tu sauras très bien jouer le mineur du 19e siècle. Mais j'ai pas envie, et je crois que tu n'as pas envie, et je crois que les Français n'ont pas envie d'être des mineurs au 21e siècle. Non. Là, on est face à une régression sociale. Et moi j'aime bien aussi cette phrase d'Henri Krasuki, malheureusement disparu, qui disait que la régression sociale, en fait, elle ne se négocie pas. Elle se combat. Non, mais je suis d'accord. Et c'est pour cette raison qu'on est dans la rue, maintenant, à plusieurs reprises, par mois. Et ils ont peur de nous. Et donc, du coup, on va. Qu'ils ont peur, qu'ils tremblent. On va passer à la deuxième partie de l'émission. Je peux juste rebondir sur ce que vient de dire Michael. Juste une petite chose. Parce que tu parlais, ça se combat, la régression. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est une phrase de Bertolt Brecht. C'est un grand écrivain, un grand auteur de théâtre aussi. Parce qu'on parle tout le temps de la violence. Je reviens, parce que j'ai des amis qui sont sur le terrain parce qu'ils n'ont pas les mots. Et puis, il y a des moments, ça frite, hein. Parce que les CRS, ils font pas de cadeaux. Quand on leur dit tu tapes, ils cassent. Hein. Ils cassent, ils y vont. Hein. Et en face, quoi? On va rester, on va baisser la tête. Et puis, on va dire oui, non, on arrête. Tape pas. Amen. Moi, je vais juste reprendre cette phrase parce que je pense que elle peut éveiller les consciences. Ça fait réfléchir. Et on dit d'un fleuve emportant tout qu'il est violent. Mais on ne dit jamais rien de la violence des rives qui l'enserrent. Moi, je pense que cette phrase, elle dit beaucoup de choses. Tout à fait. Pour nous mettre déterminés pour combattre cette réforme, on va lancer la discussion avec un texte lu par notre camarade Hippolyte. Alors, ce texte, il fait partie du spectacle que je suis en train de créer autour de la figure de Louise Michel. Une grande, vous connaissez tous. C'est une institutrice. Une grande dame, mais engagée aussi bien au point de vue intellectuel qu'au point de vue physique, parce qu'elle a pris des gros risques. Déportée, exactement. Elle est passée. Donc, l'extrait que je vais lire, c'est un discours qu'elle a écrit elle-même et qu'elle dit le 22 juin 1883. Ça se passe à la cour d'assises de la Seine. Alors, ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est qu'on parle de République. Et écoutez la résonance 1883, on est en 2023. Donc ça fait 150. Écoute ça. Donc voilà. Nous sommes aujourd'hui en pleine misère et nous sommes en République. Mais ce n'est pas là la République. La République que nous voulons, c'est celle où tout le monde travaille, mais aussi où tout le monde peut consommer ce qui est nécessaire à ses besoins. La République que nous voulons, c'est celle où on a les yeux fixés sur l'avenir. On nous parle de liberté. Il y a la liberté de la tribune avec 5 heures de bagne au bout. Oui, parce qu'à l'époque, c'était le bagne. Pour la liberté de réunion, c'est la même chose. Le peuple meurt de faim et il n'a même pas le droit de dire qu'il meurt de faim. Eh bien moi, Louise, j'ai pris le drapeau noir et j'ai été dire que le peuple était sans travail et sans pain. Voilà mon crime. Vous le jugerez comme vous voudrez. Vous dites que nous voulons faire une révolution.
Mais ce sont les choses qui font les révolutions. C'est le désastre de Sedan qui a fait tomber l'Empire. Et quelques crimes de notre gouvernement amènera aussi une révolution. Quelques crimes de notre gouvernement amènera aussi une révolution. Cela est certain. Et peut-être que vous-même, à votre tour, vous serez du côté des indignés si votre intérêt est d'y être. Et après, elle poursuit. Mais vous avez entendu les mots, la résonance. Nous sommes en République. Et tu l'évoquais tout à l'heure. Tout à fait. Peut-être que la 5e République a fait son temps. Voilà. T'en penses quoi, Johan, de ce qu'il vient de lire, de cet appel juste à pouvoir se réunir pour décider? Que le peuple est dans la rue et que les politiciens ne l'écoutent pas, ne les entendent pas. Font fi de ne pas les entendre. D'ailleurs, ce matin, à la fin de l'allocution de M. Locuffier, le mouvement de la manifestation tenue à Douai par rapport aux précédentes a été exponentiel. Le chiffre a augmenté. On était 3005, 5000, 6005. Aujourd'hui, ce matin à Douai, on était 7005. Selon les chiffres de la CGT. Michael y était présent, j'y étais aussi. On peut dire qu'il y avait du monde. Parce qu'il y avait du monde. Les gens étaient là pour manifester leur mécontentement, leur ras-le-bol et leur envie d'un monde meilleur. Pas le monde meilleur comme ce que M. Macron souhaite donner. Non, ça c'est pas le monde-là qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est vivre, travailler. On veut travailler, mais jusqu'à 60 ans. C'est un bel âge. Comme ça, après le travail, on peut profiter de la retraite. Parce qu'on a cotisé pour ces retraites-là. Des grèves, on a toujours eu. 1936. Les congés payés, grâce à la CGT, grâce à Ambroise Croizat. La Sécu, grâce à Ambroise Croizat. On va toujours critiquer la CGT, mais non, il ne faut pas critiquer la CGT. On est l'ennemi à abattre. Mais c'est pas grave. On entend parler de nous, ça nous fait du bien. Mais nous, ça nous fait plaisir, parce que nous, on est là pour faire prendre conscience aux gens qu'il faut se battre et qu'il faut combattre. Bah, il faut se battre et combattre. Il faut se battre surtout pour les acquis. Garder nos acquis. Les acquis, même les conquis plutôt. En fait, quand on écoute le gouvernement, il semblerait que la retraite est un cadeau que le gouvernement nous offre. Or, nous, on a cotisé. Et on continuera à cotiser. On est les forces productives, les forces vives de ce pays. Et on ne peut pas continuer à se foutre de la gueule de tous les travailleurs. Et tu as raison de rappeler tous les chiffres. Et tu as utilisé un terme qui est juste, c'est exponentiel. Dans le Douaisis, surtout dans le Douaisis, personnes un samedi matin. C'est du jamais vu. Ah ben non, enfin en tout cas, depuis qu'il y a Macron, on tournait entre 4... Moi j'ai fait toutes les... Macron, il nous offre un avantage dingue, c'est de faire des promenades pour lutter, tout le temps. Il nous fout dans la rue tout le temps, mais il ne nous écoute pas. À Douai, aujourd'hui, 7500 personnes, c'est exceptionnel. Pour un samedi, premier jour de vacances scolaires. C'est exceptionnel. C'est du jamais vu. C'est jamais vu. Donc ça montre bien que dans ce secteur, qui est celui du Douaisis, qui est marqué aussi par une certaine paupérisation, que les citoyens, quels qu'ils soient, deviennent enfin acteurs. Ça, c'est magnifique. C'est beau. C'est beau, franchement. Non. Ils sont enfin acteurs de la vie sociale et politique. Mais c'est pas suffisant. Vous pensez franchement que le projet de retraite, il va être annulé, même si samedi prochain ou dans 3 semaines, on serait pas bientôt 10 000 à Douai, ou vous pensez qu'il faut quand même passer à autre chose? Alors je reviens quand même vers toi, Johan. Parce que récemment, il y a eu quelques grèves à Renault. Oui, pour les NAO. Pour les salaires. Les augmentations de salaire annuelles. Est-ce que vous avez gagné quelque chose déjà par rapport à ça? Gagné quoi? On n'a rien gagné. On a eu le chiffre 0 en augmentation pendant des années. Nous,
À la CGT, on demandait des NAO qui soient proportionnels à l'inflation. Là, dans les médias, on a fait relayer une information comme quoi ça fait 30 ans qu'on n'a jamais eu autant. C'est des fausses informations. Renault nous donne 7,5% d'augmentation. Mais dans les 7,5%, il faut couper ce chiffre et c'est réparti dans des augmentations individuelles, dans des reconnaissances de travail, tout ça. Pour nous, les APR, il y a les ETAM. Les ETAM, c'est tout ce qui est chef d'atelier, chef d'équipe, chef d'atelier. Et après, il y a les cadres. Les cadres, ils ont eu 5%. Nous, on a eu 7,5%, mais 7,5%, c'est rien, c'est ridicule par rapport à tout ce qui a augmenté depuis un petit moment. L'EDF, le gaz, l'essence. Les gilets jaunes ont été, depuis 2019, ils ont râlé parce que le gasoil, l'essence était à 1,40 €. Là, maintenant, on est à 2 €. On a cassé le mouvement social du gilet jaune en leur montrant que c'était des méchants. Ils cassent, comme dans les manifestations. C'est une chose qui est fausse. Moi, je peux dire une chose, c'est que oui, je suis en CDI, mais j'aimerais gagner mieux. J'aimerais que mon travail soit mieux valorisé. Je voudrais toucher un salaire qui soit conséquent. Là, on a fait des grèves dans mon travail. Mais le mouvement a été suivi par rapport à ceux qui ont émis ce mouvement. Mais dans le bâtiment du montage, où est-ce que la main-d'œuvre est précaire, c'est une main-d'œuvre intérimaire. Donc, ça a eu un impact sur la production, ces mouvements de grève? Ils ont perdu des voitures. C'était léger. C'était léger, mais au moins il y a eu une prise de conscience. Mais comme les intérimaires ne veulent pas perdre une journée de travail, donc ils ne peuvent pas partir. Certains sont partis, s'en foutaient parce qu'ils ont dit, de toute façon j'en ai marre, les conditions de travail elles sont nulles, mon contrat se termine le mois de mai, c'est pas grave, je ne prolongerai pas, je m'en fous, j'irai ailleurs. Donc on dégoûte le salarié en CDI, on dégoûte le salarié intérimaire avec un salaire de misère. Donc il y a une envie de se battre, mais c'est compliqué de... Il y a une envie de se battre, oui. Et le souci, c'est que la direction empêche les gens de partir en grève. C'est-à-dire? Ils donnent un discours à leur ensemble de chefs d'équipe en les intimidant. Il faut leur dire, c'est pas bien la grève, c'est pas bien. Faut pas faire grève. Regarde, c'est pas bien ce qu'ils font. Regarde, ils nous empêchent de travailler, ils t'empêchent de travailler. Donc, en criant haro sur le baudet, on nous désigne comme le coupable. Jugé, on eut notre procès. Alors que non, si on fait grève, c'est que les conditions de travail ne sont pas réunies. Des collègues ont réclamé un piquet de grève. Pourquoi? Par rapport à leurs conditions de travail. Ils avaient des gants de travail, ils ont été lavés, troués. Ils viennent à manipuler des choses, de la ferraille, ils vont se couper. On ne peut pas. Qu'est-ce qu'ils ont revendiqué aussi? C'est quoi? C'est l'effectif. Ils étaient en pénurie d'effectifs, en pénurie de main-d'œuvre. Donc, impossibilité de poser des congés. Il y a des arrêts maladie, tout ça. Donc, avant, à Renault, ce qui était bien, c'est qu'on employait de la main-d'œuvre intérimaire quand quelqu'un voulait partir en vacances. Mais là, maintenant, c'est fini tout ça. Alors, je reste extrêmement sensible par rapport à ce qu'il dit. Et ça me permet aussi de rappeler quand même le rôle d'un syndicat. Parce que je comprends ces hésitations, cette volonté aussi de dissuader le travailleur pour ne pas participer à un mouvement de grève. Mais je rappelle, par exemple, Jean Jaurès, on est le 12 août 1908, il publie dans l'Humanité le rôle d'un syndicat. Et c'est extrêmement intéressant ce qu'il dit. Je vais le résumer, je ne vais pas le citer parce que, je l'ai, j'ai le texte complet, mais je ne vais pas le citer. Je vais simplement rappeler ce que Jaurès dit du rôle d'un syndicat. Il a deux rôles majeurs, le syndicat. Éduquer le travailleur en l'informant, en donnant une forme précise aux revendications, et rassembler tous les travailleurs
afin de les motiver, et là je le cite carrément, souffler au cœur des hésitants. Les hésitants. Et c'est pour cette raison, et je voudrais profiter moi justement du fait d'être filmé, d'être mis en image, de rappeler le rôle d'un syndicat, quel qu'il soit, peu importe, mais les travailleurs, ça ne représente pas grand-chose et en plus c'est dédouané au niveau des impôts. Le rôle d'un syndicat il est extrêmement important. Moi j'invite énormément tous les travailleurs, à Renault ou ailleurs, d'être syndiqués. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que d'être soutenu par une organisation syndicale. L'organisation syndicale sera toujours au plus proche de celui qui travaille, contrairement à celui qui vous dirige. Et justement, les syndicats, là, ce qu'ils ont prévu au niveau national, alors, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec cette stratégie et comment vous voyez les choses vraiment au niveau du Douaisis. Ils ont prévu des prochaines dates. Ils ont prévu d'appeler à la grève jeudi prochain, le jeudi 16. C'est ça. Avec comme perspective pour la première fois une autre date plus lointaine. Elle n'est pas définie. Elle n'est pas définie. Qui va permettre, pour le coup, si elle est clairement écrite dans le communiqué du jour, ils ont clairement écrit qu'ils appelaient à la grève de 24 heures le 7 mars. Et il y a certains secteurs qu'on peut dire aujourd'hui, notamment dans les transports, qui ont déjà appelé à la reconductible à partir du 7, en intersyndical. Alors, comment vous voyez ça? Parce qu'au début de la discussion, on a parlé du 47.1. On sait que la loi, au plus tard, le 27 mars, c'est fini. On sait que c'est plus compliqué d'annuler une loi qui a été votée, même si dans l'histoire, ça a déjà été fait. Je rappelle le CPE, loi qui a été votée, annulée par la suite. Donc, ça peut très bien être arrêté plus tard. Mais voilà, donc il y a des discussions en ce moment dans les entreprises, etc. Et nous, on aimerait bien avoir cette discussion-là avec 3 camarades de différents secteurs. Est-ce que vous avez cette idée en tête? Est-ce que vous réfléchissez au plan de bataille? Par exemple, toi, Hippolyte, dans ton cas où tu disais que c'était compliqué de t'engager réellement, de venir en manifestation, qu'est-ce que ça t'inspire, ces dates Moi, c'est bien, mais je me dis, est-ce que c'est suffisant? Parce que tu sais, moi, je pense tout le temps au rapport de force. C'est marrant, je t'écoutais, et puis il y a un truc qui m'est venu en tête, une image. Alors, je ne sais plus qui c'était un politique, un Français. Il disait, mais l'arme nucléaire, tu vois, c'est éloigné, mais c'est un lien. Il dit, mais pourquoi l'arme nucléaire? Vous comprenez, parce que dans notre monde, c'est le rapport de force. Si quelqu'un a l'arme nucléaire, vous voulez l'avoir, c'est pas pour l'utiliser, mais c'est pour dire, moi aussi, je suis au même niveau. L'arme dissuasive. Et le truc, c'est ça. C'est qu'à un moment, j'allais dire... Quelle est notre arme à nous? Voilà, manifester, c'est bien, mais si tu manifestes du point A au point B, tu passes, tu déranges absolument personne. Il faut dire, ils sont gentils, ces manifestants, et bon, on leur laisse faire leur petite promenade. Je parle comme les grands responsables. Et puis, ça ne nous emmerde pas. Il faut emmerder. On n'a pas le choix. Et alors, c'est par la grève ou par autre chose? Par la grève, et bloquer les choses. Voilà, et puis bloquer les choses. Moi, je suis pour un blocage. Arriver vraiment dans des lieux stratégiques et bloquer, empêcher les choses. Tu vois? Prendre, j'allais dire, après... Prendre en otage, attention, je dis pas, mais prendre en otage des personnalités symboliques, arriver au... Alors après, attention, on sait que derrière, il y a des risques. Mais à un moment, si on veut être entendu, si on est trop doux, tu sais, à l'école, c'est le petit. Le petit, il se fait taper par le plus grand. Donne-moi tes sous. Il lui tape sur la tête. À un moment, le petit dit, j'en ai marre. Il s'entraîne, il va au sport. Et puis, il s'entraîne à combattre. Et il dit, maintenant, tu viens m'en... Bam, bam. Il faut un pain à l'autre. Donc toi, tu serais plutôt d'avis, toi, parce que le but, c'est aussi de dire aux gens comment ils peuvent s'engager. Et moi, je serais que certaines personnes se reconnaissent dans ta situation. Peut-être, mais je connais, je ne vais pas citer des noms, mais je sais que Michael... moi, je te rejoins complètement. On pense, et puis moi, je pense à quelqu'un que j'ai rencontré, qui fait, alors je ne vais pas citer de nom, attention, mais je sais qu'il parle aussi, il aime bien parler, il fait du rap. Par le rap, il dit des choses. Et ce type, je sais qu'il s'est engagé. Lui est à Paris, puis il n'a pas simplement défilé avec son petit drapeau comme ça, bien gentiment. Donc ça, c'est notamment la manifestation, mais quand tu dans le coin, dans le Douaisis, qu'est-ce que tu penses qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser des assemblées générales ces prochaines semaines? Des choses interprofessionnelles. Organiser des choses interprofessionnelles où les gens peuvent, un peu ce qu'on fait nous, et se mobiliser, mais vraiment en étant plus puissants. En étant nombreux. On peut citer Karl Marx, travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Ouais.
Non, mais c'est ça. La force, ça viendra par le nombre. Parce que, comme là, une manifestation, c'est bien, mais ils disent, bon, une manifestation, tant que c'est pas trop dérangeant pour le gouvernement, pourquoi veux-tu que... Bon, pour toi, il Moi, faut s'organiser pour bloquer. Et puis bloquer. Non, mais, Michael. moi, je vais obligatoirement le rejoindre. Obligatoirement le rejoindre parce qu'il a raison, il a utilisé un terme qui est intéressant, c'est la promenade, la balade. Ouais. Ah, la balade, c'est aussi une chanson. On est en train de se promener, c'est très bien. Je suis content aussi d'entendre aujourd'hui à Douai des gens comme Dominique Ben, je le cite, c'est un camarade aussi, Dominique Ben, qui dit qu'il faut aller beaucoup plus loin et qu'il va falloir maintenant user d'un peu plus de force, d'hausser le ton, qu'il a dit, d'hausser le ton, et notamment déjà au travers des entreprises. Je pense qu'il a raison. Je suis aussi d'accord pour un blocage, moi, carrément un blocage économique pour le pays, puisque notre voix, la vox populi, la voix du peuple n'est pas entendue, eh bien... Puisqu'on ne nous entend pas, montrons-nous maintenant. Voilà. Puisque la promenade ne suffit plus. Donc toi, par exemple, ces grèves, pourquoi pas à partir du 7 mars dans l'éducation, accompagnées de blocage? Oh, moi, si je m'écoute et si je suis ce qu'on me demande au travers des luttes sociales, ah ben je suis pour une paralysie complète de l'économie. Mais carrément. Vous en discutez ça un peu avec tes collègues, même si tu nous as dit que c'était compliqué d'avoir beaucoup d'ouvriers, notamment chez Renault, à un point d'arrêter totalement la production, mais est-ce que cette perspective, elle est discutée quand même? Ou Ouais. ça reste... J'ai des collègues syndiqués, mais dans d'autres syndicats qui disent si on veut être entendu, nous, par rapport à notre entreprise, il faut bloquer ailleurs C'est-à-dire? les fournisseurs. Empêcher les fournisseurs de venir dans l'entreprise, ce qui empêcherait à la matière première de venir et d'être fabriquée. Mais ça veut dire de demander aux entreprises, aux ouvriers des entreprises sous-traitantes de se Elles mettre sont- en grève? Les entreprises, elles sont à côté de notre entreprise. Donc, Et ça en continue. il y a un flux continu en fait. Donc, on peut bloquer l'entrée des fournisseurs. Mais demander, pour être très concret, pour les gens qui nous écoutent doivent reconnaître un peu cette zone industrielle à Renault, demander à des salariés de bloquer par eux-mêmes les entrées, est-ce que c'est faisable? Parce qu'on a entendu souvent ce discours, mais au moment de le faire, c'est tout de suite plus compliqué d'aller bloquer soi-même forcément, l'endroit pour lequel on est tu dans travailles. on est dans un état répressif. Ah Par oui, rapport c'est au- extrêmement voilà. compliqué. Tu sais très bien que les CRS, Et ils là vont venir, encore, ils vont taper, eux, ils vont pas Non, mais- avoir peur de dire Et aux puis CRS même, de taper ça sur peut être un- l'ouvrier. Mais sur l'employé. le camarade a raison. oui. Bloquer les fournisseurs. Tout à l'heure, je parlais de bloquer l'économie, mais je vais aller plus loin. Bloquer aussi les services. Il faut tout bloquer. Tout bloqué. Mais forcément, Mais- forcément. Mais dans un état répressif, tu fais comment? Évidemment que d'abord, certaines personnes sont prises par les crédits, donc c'est très difficile de se mettre en grève. Deuxièmement, eh bien, tu as la peur de cet état répressif, parce que depuis Macron, on n'a jamais vu autant de CRS quand même. On n'a jamais vu autant d'autorité, Et de gens force blessés. d'autorité, Ouais. Et de gens blessés. voire de morts. De mort. Donc- Un œil crevé, une main arrachée, c'est pas... Là, on est en train de nous faire peur. Mais de toute façon, on risque quoi là maintenant? Bah, en fait, c'est pour ça que pour être très concret dans le coin, il me semble, quand tu es salarié d'une entreprise, bloquer ta propre entreprise, c'est un motif de licenciement. Alors, c'est plus simple quand c'est des salariés extérieurs qui viennent bloquer ton entreprise. Et c'est pour ça que souvent les syndicats, ils appellent à la grève de l'intérieur. Parce que bloquer volontairement l'entrée de son entreprise, c'est pour ça que c'est rare. Moi, vous-même, on a rarement vu ça dans le coin. C'est souvent par des grèves à l'intérieur de l'entreprise que la production s'arrête. Ou alors, c'est des gens qui viennent bloquer mais qui ne travaillent pas dedans. Parce que bloquer soi-même l'entrée d'entreprise, est-ce que c'est faisable? On bloque bien des raffineries. Oui, mais ce ne sont pas les raffineurs eux-mêmes qui bloquent leur raffinerie. C'est des gens extérieurs aux raffineries qui viennent filer un coup de main. Parce que si les raffineurs bloquent, ils sont licenciés sur le champ. Voilà. C'est un motif de licenciement. Moi, j'appelle évidemment à la syndicalisation parce que aujourd'hui, on a un taux de syndicalisation qui est extrêmement faible en France, enfin qui diminue au fil du temps. Si les travailleurs se syndiquaient davantage, on aurait quand même plus de poids, quelles que soient les corporations. Et encore une fois, moi, j'ai cité Jaurès, mais Jaurès, il avait défini le rôle d'un syndicat. Il est là pour orienter, il est là pour informer, orienter et mener à bien une lutte.
un syndicat, c'est extrêmement important. En France, on n'est pas suffisamment syndiqué. Et je pense que si on était plus syndiqué, on aurait peut-être des ouvertures beaucoup plus grandes et peut-être on aurait aussi ces orientations qui permettraient moi je parlais de paralysie de l'économie et des services. Et ça, c'est une parole d'un citoyen. Et d'un citoyen et syndiqué. Mais si j'étais un délégué syndical, mais j'inviterais encore plus de personnes à agir davantage et puis à réfléchir bien mieux pour agir en profondeur. C'est ce que j'ai dit à une collègue de travail quand on distribuait des tracts au mois de janvier. Pourtant, elle était ancienne déléguée CFDT. Elle a râlé par rapport au NAO, les augmentations de salaire, aux réunions qui se font en centrale à Paris et non pas en local. Et donc je lui ai dit, c'est vous qui avez le pouvoir. Et nous, on est là pour vous soutenir et vous protéger. Tout à fait. Vous, ta voix, la voix d'un autre, l'effet domino, vous nous dites, tel jour, on attaque, on décide de ne pas travailler, on se met en droit de retrait. Et nous, on est là, on arrive, on vient vous soutenir, on vient vous donner cet élan de solidarité et on est là aussi pour apporter une discussion, une réponse. Parce qu'on est là pour représenter un salarié face à l'employeur. Et justement, pour arriver à la conclusion de cette émission, est-ce que tu as, toi par exemple, concrètement, Renaud Doué ou ailleurs, hein, peut-être que tu as de la famille, etc., qui travaille ailleurs et qui est au courant d'initiative, est-ce qu'on a des rendez-vous là à donner aux gens qui nous écoutent ou des pages Facebook, des sites internet, des contacts à donner pour celles et ceux qui veulent se tenir au courant de ce qui va se passer? On a une page Facebook à la CGT. Comme on est en pleine période électorale par rapport à nos élections, notre page a été dénoncée. Je ne sais pas pourquoi, donc on avait un certain pouvoir de communication et de prise de conscience. Donc on était à plus de 3000 followers et là du coup on a dû reconstruire une page au mois de janvier. Et donc là, avec les événements actuels depuis le mois de janvier et décembre, donc on a réussi à requantifier le nombre de followers. On est arrivé à quasiment, je ne vais pas te mentir, je vais regarder, comme ça en direct, je vais donner le chiffre. Comme ça, on aura le chiffre du jour. 576 followers. Et comment elle s'appelle cette page? La CGT Renaud Doué Electricity. Vu qu'il y a beaucoup de monde qui y travaille, et comme on a parlé de grève, on a aussi parlé de blocage, et peut-être que notamment, dans les endroits stratégiques qu'il faudra bloquer ces prochaines semaines, peut-être que Renaud Doué en fait partie. Je me souviens que pendant la loi travail, on avait tenté un blocage d'Amazon à Levain-Planck, qui avait duré moins d'une heure, puisque vous bloquez les camions d'une heure Amazon, il y a tellement d'argent qui est perdu, que alors là, vous avez les CRS. Mais pour le coup, les salariés d'Amazon étaient en grève sur le parking, et nous, on bloquait un peu le rond-point, parce que c'est compliqué quand même. Non, mais sûr que c'est pas facile. Puis il y a des prises de risques, parce que j'évoquais, là, je disais peut-être taper plus dur, parce que je parle, à un moment, il faut faire mal. Parce que si tu fais pas assez mal à l'adversaire, tu sais, c'est de la boxe, hein, c'est comme un combat de boxe. Si tu fais qu'encaisser les coups, tu te relèves, mais tu reçois des coups, au final, tu es perdant. Tu as des rendez-vous à donner pour mettre des coups ces prochains jours? Après, moi. Ou tu vas là, participer toi-même? Oui, non, mais. C'est toi-même qui es en attente de rendez-vous, peut-être? Ah, moi, oui, exactement. Ouais. Moi, si. Je l'ai fait, j'y suis allé, je t'ai dit, je me rappelle. Alors, c'est vieux, je me rappelle de la loi de Vaquet. À l'époque, ça fait mal, hein. Ça bastonnait. Hein. Et t'es au courant d'initiative? Oui, j'y étais aussi. On ne sait pas. Moi, j'étais à Somain. Ah non, moi, j'étais sur Paris, là-bas. J'y étais. Tu es au courant d'initiatives liées plus à ton industrie dans la culture? Alors, nous, ça arrivait. Alors, je sais que. il y a 2-3 ans, non, avant le Covid, il y avait eu des blocages de théâtre, tu sais, avec des âgés. Et les gens se réunissaient dans les théâtres et on présentait des spectacles gratuits, on invitait les gens à venir et il y avait des échanges entre les gens de la culture et les personnes lambda. Toi, tu pouvais venir et on pouvait échanger comme ça. Et on bloquait les lieux, on dormait sur place. À réfléchir, toi, clairement, dans ton industrie, de ce qui peut être fait ces prochains jours évidemment, parce que, dans ton secteur. Parce que dans le secteur culturel, comme le disait Michael tout à l'heure, c'est un secteur qui touche tout le monde. Le ciné, alors peut-être le théâtre moins, mais comme le ciné, ça touche tout le monde. La chanson, les gens
ont besoin de ça. C'est une nourriture. Hein. La culture, c'est une nourriture spirituelle. Tu sais que dans les dictatures, ce que tout à l'heure tu parlais, j'ai bien aimé le mot que tu as utilisé, on n'est plus en démocratie, c'est pour ça que je vais le dire, on est en démocrature. C'est un mot fort. Eh bien, dans les dictatures, la première chose, toi, Michael, tu dois le savoir, tu es historien, qu'est-ce qu'on bloque? Les artistes. Dans les dictatures, tout de suite, les gens qui ont la parole, les théâtres ferment. Et je connais Matej Vișniec, qui était roumain, il a joué dans les caves. Sa tête, elle était mise à prix. Je rebondis quand même là-dessus par rapport à la culture, effectivement. Et là, je parle au nom du lycée d'Archicourt d'Hénin-Beaumont, qui voit effectivement toutes les disciplines optionnelles supprimées, notamment le théâtre, le cinéma, la langue chinoise, langue arabe, etc. Enfin bref. Tout ce qui peut forger un esprit critique, voilà. Un esprit critique, voilà, un esprit critique, un citoyen, pour un futur citoyen. Exactement. Aujourd'hui, ça devient interdit. On n'a plus les moyens. Le rectorat, et là, par contre, j'assume, le rectorat de Lille n'a plus les moyens de financer cela pour d'Archicourt. Chez nous, toujours à Hénin-Beaumont, au lycée Pasteur, on supprime des postes alors qu'on a des effectifs toujours, qui se maintiennent, hein, et on n'a pas une baisse des effectifs, hein, et s'il y en a, ça doit être autour de 10 ou 15, et ça ne permet pas de supprimer 3 postes, par exemple. Donc oui, mais c'est intéressant, mais c'est extrêmement intéressant. C'est une volonté politique, de s'attaquer à la culture, de désinformer, d'utiliser la novlangue, notamment au niveau des retraites, au niveau de la réforme des retraites. C'est magnifique, c'est magnifique. Et donc moi j'appelle encore une fois à deux choses, la syndicalisation, l'action. Voilà. Je pense que c'est le mot de la fin. Donc pour toi aussi, t'es en attente des prochains rendez-vous, à y participer. Ah bah parce que j'ai toujours été dans l'action et je suis toujours aussi en attente. Moi je réponds toujours à l'appel. Moi je suis syndiqué CGT, donc évidemment je réponds. Concrètement dans l'éducation, il y a quelque chose qui se met en place. Je pose la même question qu'à Johan sur cette perspective de blocage de l'économie, mais dans ton industrie à toi. Ce qu'on a observé, aussi bien à l'échelle locale comme à l'échelle nationale, au sein de l'éducation nationale, c'est une plus grande participation des enseignants. Au grève. Ah oui. Les taux étaient... Oui, si on prend les chiffres des années précédentes, on tournait entre 10 et 11%. Là, on dépasse les 20 à 30% de taux de grévistes. C'est énorme. Notamment le 19. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 3. Non, je parle local, national, au niveau des chiffres. Donc oui, alors si on prend les écoles primaires, les chiffres, là... Et il y a eu des assemblées... Là, il monte. On est à plus de 50%. Il y a eu des assemblées générales dans les établissements parce qu'on sait que ça a un impact fort. Parce que tout de suite, ça veut dire que les lycéens, par exemple, se retrouvent dans la rue parce qu'ils n'ont pas cours. Ou alors, pour les plus jeunes, ils sont obligés de garder les enfants. Alors moi, je suis professeur en lycée, donc les petites les écoles primaires, collèges, je connais pas véritablement. Par contre, au sein des lycées, on a toujours des heures d'information syndicale qui nous permet justement à la fois discuter, de débattre, de réfléchir et d'agir. Donc ça va peut-être être fait après les vacances, tout ça, ça a commencé, puis ça va s'amplifier. Oui. Tu le souhaites? Ah non, je sais. C'est sûr, ça va se faire. Mais je ne dirai pas aujourd'hui. D'accord, très bien, mais c'est pour que les gens comprennent aussi comment, tu sais, dans chaque industrie, industrie, on va agir. Pour qu'ils sachent comment dupliquer, ce que va faire Johan. Il parlait de la difficulté à faire grève, mais qu'ils allaient quand même continuer d'essayer. Toi, d'organiser des assemblées générales dans ton établissement. Hippolyte avec l'occupation des théâtres, je reprends quelques exemples. Chacun a ses idées. Et donc, du coup, pour vraiment... La lutte continue. Voilà. Et pour vraiment conclure, on voudrait terminer cette émission avec, je vous dis chacun une phrase que vous pensez qui va être la plus importante pour faire venir le maximum de monde dans l'action. Parce qu'on a donné, alors on en a déjà beaucoup parlé au final, hein, mais comment vous synthétiserez ça de votre côté? C'est vraiment une phrase, quand vous croisez quelqu'un dans la rue, vous savez, il est contre la réforme, il est d'accord avec vous sur le fond, mais il est résigné, il pense que ça sert à rien, que la loi elle va passer, qu'on se bat pour rien, ou alors il vous dit, allez, bon courage, va faire grève pour moi, puis si tu gagnes, je serai content. Eh ben, moi j'en ai une. Quelle phrase? J'en ai une aussi. Vas-y, commence, Mickaël. Eh bien, moi, c'est pas moi. Elle date du 19e siècle. C'était un personnage célèbre, tout le monde le connaît, c'est Victor Hugo, et qui disait « Et ceux qui vivent sont ceux qui luttent ». Très bien. Moi, la phrase, alors c'est pas de moi non plus, je sais plus qui a dit ça. Quand tu combats, quand tu te bats, tu n'es pas sûr de gagner, mais si tu ne te bats pas, tu es sûr de perdre. Johan?
J'en ai une, j'en ai d'autres, mais je prendrai celle-ci. Seul on n'est rien, ensemble on est tout. On espère, j'espère et mes collègues espèrent que cette émission vous a plu, qu'elle vous a permis de mieux comprendre la réforme et de pourquoi il faut s'engager. On se retrouve notamment le 16 février à 10h place Carnot. Attention, cette fois-ci, c'est rendez-vous place Carnot pour ce qui est de la grève du jeudi 16 février. On se permet de vous rappeler que si vous êtes dans le privé, il n'y a pas besoin de préavis, que vous pouvez faire grève entre 59 minutes et 8 heures, que si vous êtes dans le public, des préavis vous couvrent. Voilà. Et il y aura sûrement d'autres appels à la grève à partir du 7 mars, à confirmer ces prochains jours. Pour ceci, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des syndicats qui organisent des assemblées générales, des heures d'information syndicale, des tractages, car on a tous notre place dans ce combat.